Bonsoir ou bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et internautes. On entend bien souvent dire que les jeunes ne lisent pas, a fortiori écrire. Pourtant, dans l'histoire littéraire de nos pays, il n'est pas rare que les auteurs et autrices que nous connaissons et admirons aient écrit et publié leur premier ouvrage alors qu'ils étaient encore bien jeunes. Aimé Césaire, par exemple, commence à écrire son célèbre recueil « Cahiers d'un retour au pays natal » en 1935. Il n'a alors que 22 ans. Gisèle Pineau écrit son tout premier livre que son frère distribuera à ses amis, moyennant une somme modique de quelques centimes, alors qu'elle n'a qu'une dizaine d'années. L'écrivain martiniquais Tony Delcham colportait à l'âge de 17 ans son premier livre intitulé « Les salopards » de porte en porte. L'écrivain guyanais Léon Gontran Damas se lance dans l'écriture et publie son recueil « Pigments et le retour de Guyane » en 1937. Il n'a que 25 ans. Tout ceci pour rappeler que le fait de devenir auteur ou autrice n'est pas réservé à une tranche d'âge, ni même à une catégorie sociale, mais relève davantage de la volonté de dire ce qui nous tenaille, ce qui nous brûle, notre regard sur nous, sur l'autre, sur le monde. Marie Scondé dit la chose suivante dans un entretien accordé au journal Le Pèlerin, daté du 8 septembre 2021. Un beau jour, je me suis mise à écrire. Une force qui me dépassait et m'envahissait, m'y poussait, sans que je ne sache ni la nommer, ni dire d'où elle venait. J'ai été forcée de lui obéir pour mes 4 ou 5 premiers romans. Après, écrire est devenu ma vie. J'ai compris qu'écrire et vivre, c'est mélanger le vrai et l'imaginaire. L'autrice que nous recevons aujourd'hui, Meryl Cussé, est une jeune femme guadeloupéenne de 26 ans. Elle vous en dira plus sur elle tout à l'heure. Son regard sur la vie, sur le monde, sur son pays et sur elle-même constitue les éléments essentiels de son tout premier recueil intitulé « Ancrage tacheté », paru aux éditions Jet d'encre, sorti en octobre 2022. Je vous invite à découvrir cette autrice et son recueil à travers cette conversation. Bonsoir Meryl. Bonsoir Laure. Alors Meryl, tu sais que cela faisait un moment que je souhaitais te recevoir. En fait, ton livre n'était même pas encore sorti, que je t'avais déjà dit, Meryl, quand ton livre sort, j'aimerais bien te recevoir. Alors je suis vraiment heureuse de te retrouver sur le plateau donc, de Préface. Alors, j'ai précisé que tu étais une jeune Guadeloupéenne de 26 ans, mais est-ce que tu pourrais nous dire davantage sur toi? Oui, alors tu as pratiquement tout dit. Ah mais non, Meryl, mais non. Non, mais oui, j'ai 26 ans, je suis infirmière. Qu'est-ce que je peux dire? J'aime la vie, j'aime le carnaval. Je suis assez engagée, un petit peu à tous les niveaux, pour le pays et pour les jeunes aussi. Voilà, je pense qu'on va découvrir au fur et à mesure. Alors, dans mon introduction, j'ai rappelé donc de grands noms de la littérature antillaise et guyanaise. Est-ce que ces autrices et ces auteurs ont fait partie de tes références? Et quel était ton rapport à la lecture quand tu étais enfant? Est-ce que c'était un rapport souffrance, un rapport plaisir, et pourquoi? Alors, ça étonne beaucoup de personnes que j'écrive parce que c'est vrai que ma mère s'est battue, entre guillemets, avec moi pour me faire aimer la lecture et comme je dis, en fait, ça nous rattrape. Donc oui, c'est vrai, depuis ma tendre enfance, j'ai été bercée par Gisèle Pineau, Un papillon dans la cité, ça je l'ai lu et relu 20 000 fois. D'accord. Ernest Pépin, Marie Scondé, enfin vraiment tous ces grands noms. Et c'est vrai que c'est il y a 5 ans de cela que ça m'a rattrapée lorsque j'étais en France. J'avais besoin de sentir ma culture, d'être vraiment imprégnée et ben, j'ai fait le grand plongeon. Voilà. C'est-à-dire le grand plongeon? J'ai dévoré des bouquins, ça m'aidait beaucoup à tenir. J'ai pu voyager grâce à ces lectures et la définition que tu as donnée tout à l'heure, ça me rappelle un petit peu moi. Ce n'est que mon premier, mais effectivement, j'ai besoin d'écrire maintenant.
J'ai ce besoin d'écrire. Tu sens que c'est quelque chose que tu ne peux pas du tout arrêter, en fait. Exactement, c'est en moi en fait. Même quand je suis en voiture, ça vient, j'arrête et j'écris. Ouais. Alors, justement, depuis quand t'es venue cette envie d'écrire? Est-ce que c'est récent? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a déclenché cela? Et dernière question, enfin, de ma question qui est très longue, pourquoi la poésie? Alors, j'ai commencé à écrire exactement, hein, je vais te dire, je me souviens, le 23 avril 2017. Waouh, c'est précis. C'est précis. Il s'est passé quelque chose? Ouais, j'ai été en France pendant mes études et j'ai été en stage et il y a eu pas mal de décès à cette période. De décès dans ta famille ou alors à l'hôpital? Non, de décès dans le stage, en fait, okay. à l'hôpital. Et c'est vrai que je n'arrivais pas à exprimer mes émotions. Je me suis sentie... je faisais des crises d'angoisse, j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à verbaliser. Et j'ai écrit. J'ai écrit en insultant la mort, j'ai écrit en... Et j'ai écrit plein de choses. Et voilà. Et de là, je n'ai jamais arrêté, tout simplement. Et pourquoi la poésie? Pourquoi tu aurais pu faire, puisque justement dans ton stage, tu aurais pu raconter ça sous forme de récits, de nouvelles. Pourquoi la poésie? Je trouve que la poésie emmène une forme de douceur, mine de rien. Même si j'invectivais la mort, par exemple, dans mon tout premier poème, c'était assez doux. C'est bizarre peut-être, mais ouais, c'est comme, pour moi, la poésie, c'est comme le talc sur les fesses du bébé. Oh, c'est beau comme image. Mais alors, est-ce que cet amour de la poésie t'es venu depuis dans les petites classes? Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui compte, il y a une maîtresse qui compte beaucoup pour toi dans ton parcours. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Oui, Madame Monlouis, qui était ma maîtresse CM1, CM2, et elle nous a toujours incité à la lecture, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de professeurs, heureusement, de professeurs de lettres qui nous faisaient découvrir la lecture caribéenne. Notamment un certain Ronald Seybon. Exactement. surtout. Et ouais, j'ai envie de dire qu'ils m'ont transmis cet amour, en plus de ma mère, mais j'ai vraiment découvert cet amour avec un grand A il y a quelques années. Et est-ce que quand tu étais petite, quand on te faisait apprendre à l'école des poésies, est-ce que c'était quelque chose que tu aimais ou alors qui te semblait assez compliqué, difficile? Alors, je ne comprenais pas du tout pourquoi on nous faisait faire ça. Ah bon? Non. Je ne comprenais pas, je comprends maintenant. Mais ouais, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Ouais. Et aujourd'hui, tu as l'amour de la poésie. Exactement. Et avec le recul, je me dis, j'ai l'amour des mots, j'ai l'amour de la poésie. Et peut-être que c'est un reste de ce qui est passé. Oui, grâce à eux, en fait. Ce que l'on a construit au fur et à mesure. Exact. Alors, tu disais tout à l'heure que cette envie d'écrire t'est venue quand tu étais en France, parce que tu étais confrontée donc, à cette série donc, de décès. Est-ce qu'il n'y a eu que ça qui a poussé donc, ton envie d'écrire? Non, il y a eu plein de choses. J'écrivais tout le temps pour toutes les situations. Le fait d'être loin de la Guadeloupe, ça m'arrachait le cœur. Donc j'ai écrit beaucoup j'ai envie de dire, d'ode à l'amour que je porte à la Guadeloupe. J'écrivais pour les grèves, j'écrivais vraiment pour tout. Mais c'est surtout la culture qui me manquait, c'était viscéral en fait. Et est-ce que à l'époque, quand tu écris ça, est-ce que tu en parles autour de toi ou c'est caché comme un journal intime en fait? Du tout pas, j'en parlais pas. Même pas à ta mère? Non. En fait, je me sentais pas légitime. Le fait que je n'aimais pas lire forcément ni écrire, je me suis dit, bon, t'as 20 ans, ok. Et en fait, j'avais pas du tout confiance en ce que j'écrivais. Donc c'était quand même un petit journal intime. Mais oui, j'ai quand même plus de 200 textes. Ah, quand même. D'accord. Ok, ouais. Donc nous avons... Ça commence. Enfin, ça commence. Ce recueil n'est que le début d'une longue aventure, en fait. J'espère. Alors, avant d'arriver directement à ton recueil, comment et pourquoi avoir voulu franchir le cap de la publication? Parce que c'est vrai que c'est une chose que d'écrire. Mais après, vouloir franchir ce cap-là, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé? Alors, il faut savoir une chose, je n'ai absolument pas confiance en ce que je fais. Je n'avais pas du tout confiance. Et c'est vrai que j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont poussée.
J'avais aussi tendance à mettre quelques petits bouts de phrases sur les réseaux sociaux. Absolument. Et il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui m'encourageaient, qui me disaient « Oh, mais c'est beau ce que tu dis, ce que tu écris, ce que tu publies ». Je me suis dit « Bon, d'accord ». Est-ce qu'ils disent ça? On ne sait jamais finalement. Est-ce qu'ils disent ça parce que c'est moi? Pour te faire plaisir, Exactement. parce qu'on t'aime bien. C'est ça. Donc, il y a une magnifique personne qui m'a parlé d'une maison d'édition. Et je me suis dit, ben, il y a des gens qui t'entourent, il y a des bonnes personnes qui t'entourent, vas-y, lance-toi. Donc, j'ai envoyé mon manuscrit à la maison d'édition à 2 h du matin. Et je me suis dit, bon, au pire, je perds rien. Tout à fait. J'y vais. C'est vraiment mon histoire, parce que comme je dis dans Crash Tacheté, c'est une autobiographie. Donc j'ai envoyé et 2 semaines après, j'ai eu la magnifique surprise d'avoir une réponse favorable. Et l'éditeur qui me disait qu'ils avaient vraiment l'impression d'être à côté de moi et de ressentir chaque émotion que j'ai pu livrer. Donc bien évidemment, j'ai pleuré. Mais je me suis dit, waouh, en fait, c'est peut-être pas du n'importe quoi que j'écris finalement. Voilà. Et justement, quand tu as vu cette réponse positive, sincèrement, Meryl, comment t'es-tu sentie? Alors, j'étais pas bien parce que j'étais au volant, donc j'étais à l'arrêt, bien sûr, hein, attention. J'étais à l'arrêt et je me suis dit, mais est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont lu la même chose que moi? Et ouais, donc j'étais surprise, mais j'étais surtout heureuse et en même temps soulagée. Ouais. Soulagée pourquoi? Soulagée. Parce que ça te validait, parce que ça te permettait de croire que c'était pas du bullshit, voilà, c'est ça? Que c'était important en fait, que mes mots MAUX étaient quand même réels et que ouais, ça parlait à beaucoup de monde. Donc ça m'a fait du bien. Voilà. Alors, on va parler justement plus précisément donc, du recueil que je montre effectivement à la caméra. Ancrage tacheté. J'aimerais bien que tu nous parles de ce titre. Je remarque que tu as utilisé une association de mots qui surprend. Ancrage, mais tacheté. Alors, ça peut surprendre, mais qu'est-ce que tu mets derrière? En quoi cet ancrage peut être tacheté? Et s'il est tacheté, il est tacheté de quoi? Alors, tout d'abord, ancrage, parce que, comme je te l'ai dit, dans ce livre, franchement, je crie mon amour à la Guadeloupe. Donc, c'était vraiment pour bien appuyer le fait que je suis ancrée à ma Guadeloupe, que même si je peux partir, peu importe le lieu, il faut que je retrouve ma Guadeloupe et mes racines. Tacheté parce que dans ce recueil, il y a beaucoup de souffrance, finalement. Il y a beaucoup de souffrance exprimée et tout simplement pour signifier que la vie n'est pas homogène. Donc, je prends toujours l'exemple d'un seau d'eau, en fait, dans lequel il y a des petites taches qui se forment. Et malgré ça, il faut avancer. Il faut avancer, malgré les difficultés qu'on rencontre chaque jour, la société dans laquelle on vit, tous les maux, il faut aller de l'avant. Alors, on retrouve souvent le pronom personnel « je » dans ton recueil, notamment dans le texte, et j'aimerais bien que tu nous le lises, à la page 44, et qui va répondre à ma question précédente. Pourquoi tu écris? Le titre du poème, justement, que Meryl va nous lire, c'est « J'écris ». C'est un texte que je trouve particulièrement fort. Je t'écoute, nous t'écoutons. J'écris. J'écris parce que j'aime, je déteste, je souffre, je pleure, je suis triste, je suis heureuse, je suis euphorique, je suis forte, je suis vulnérable. Je suis humaine, je suis consciente. Je suis redevable. Je suis volcanique, je suis colérique. Je suis confiante. J'écris parce que c'est moi, parce que c'est mon exutoire, parce que j'aime les mots. J'écris parce que j'aime écrire. Voilà. C'est très beau, Meryl. Alors, dans ce texte, je note que tu décris plusieurs états émotionnels, notamment ceux de la colère et de la vulnérabilité. Est-ce que c'est une volonté pour toi d'être authentique? Oui, oh oui, ah oui, l'authenticité. Si on n'est pas authentique, finalement, qu'est-ce qu'on est, j'ai envie de dire? De toute façon, comme je dis, les masques tombent toujours à un moment. Donc pourquoi vouloir cacher la vraie personne que l'on est? J'ai la réponse à cette question. Je pense qu'on vit dans une société où on a besoin de plaire à l'autre.
Et je pense que j'étais comme ça avant. Il fallait que je rentre dans le moule pour être acceptée. Et petit à petit, je me dis que ben non, je suis moi, avec mes défauts, mes qualités, mon caractère. Et lorsque je rencontre une personne, j'essaye de me livrer, de livrer mon moi authentique. Mais est-ce que tu as le sentiment que les gens comprennent ça? Parce que parfois, l'authenticité peut être aussi perçue comme une forme de fragilité. Donc, est-ce que tu n'as pas peur que justement cette authenticité ne soit pas mal interprétée? Alors, j'avais peur avant, mais plus maintenant. Plus maintenant. C'est vrai que c'est compliqué. La société dans laquelle on vit nous impose quelques règles. Il faut être forte, il faut pas montrer ses faiblesses. Sauf qu'en fait, on est humain. C'est pour ça que je l'ai bien spécifié. Je suis humaine. On ne peut pas tout le temps gérer ses émotions, oui, mais il faut surtout les faire sortir. Donc chaque personne doit trouver son exutoire. Et oui, on a le droit d'être hypersensible, on a le droit d'être soi, tout simplement, et de ne pas cacher sa vraie nature. Alors moi, ce qui m'interpelle, Myriam, quand même, c'est que je me dis, j'ai précisé dans l'introduction que tu es une jeune femme de 26 ans, Oui. mais quand on t'écoute parler, on se dit, mais avant 26 ans, elle avait déjà vécu une vie ou quoi? C'est pas possible. Donc, comment expliques-tu d'où te vient, plus précisément, ce recul sur la vie, alors que, bon, ben, à la limite, quelqu'un de 50 ans qui parle comme ça, on se dit, bon, c'est normal, cette personne, elle en a déjà vu de toutes les couleurs. Mais comment expliques-tu que si jeune, tu aies déjà ce regard sur la vie et que tu sois en mesure d'écrire cela? Alors, j'ai deux réponses à cette question. J'ai toujours été entourée de plus âgés que moi. Ouais, dans mon entourage, il y a vraiment des personnes plus âgées. Et deuxième réponse, je pense que mon métier m'aide beaucoup. Donc, je suis jeune infirmière, il faut le dire. Et je suis face à des situations tous les jours qui ne sont pas évidentes. Je pense que toutes les infirmières peuvent le dire. On est face à la souffrance, on est face à la mort, on partage vraiment tout en fait avec les patients. Et c'est vrai que c'est la réalité en fait, tout simplement. C'est la réalité et mes patients m'apportent beaucoup, j'espère leur apporter également. Mais je pense que quand on fait ce métier-là, qui est une vocation, on doit être mature. On doit être mature pour faire face à tout ça. Donc je pense sincèrement que ça m'a aidée. Non mais alors, moi quand je t'entends, je suis complètement... je me dis, mais c'est extraordinaire parce que des infirmières, j'en connais et je n'avais pas encore entendu ce type de discours. Est-ce que tes collègues ne trouvent pas que tu es différente, en fait, que tu abordes le métier de manière particulière? Et est-ce que tu penses que c'est l'écriture qui nourrit ton regard donc, sur l'existence ou c'est ton métier qui nourrit ton écriture en fait? C'est les deux. C'est les deux? Il y a un vrai équilibre en fait. Il y a un vrai équilibre. Quand je suis sur le terrain, ben, je suis face à certaines situations et j'ai envie d'écrire. J'ai besoin d'écrire pour tout vider. Et lorsque je suis en train d'écrire, c'est un peu pareil, en fait. Est-ce que tes patients savent que tu as écrit un recueil? Oui. Et est-ce que ça t'arrive de leur lire des textes? Oui, alors ils sont au courant, ils sont ravis. Et d'ailleurs, il y en a un qui m'a dit toi, t'as écrit. Genre là, folle, là, tu écris. Oui, parce que j'utilise beaucoup l'humour dans les soins. D'accord. Pour moi, c'est dans la vie de tous les jours, j'adore rire, mais dans les soins particulièrement, pour faire face à certaines situations, j'utilise beaucoup l'humour. Et oui, ils sont fiers, ils sont au courant, ils sont fiers. Il m'est arrivé de lire un texte, c'était waouh, c'était la première fois qu'ils étaient calmes. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Alors, on va poursuivre cet entretien. Donc, dans au moins 3 poèmes, la notion donc, de confiance en soi revient. Oui. En quoi est-ce que c'est important pour toi? As-tu le sentiment que la jeunesse guadeloupéenne manque de confiance en elle ou peut-être qu'on ne lui fait pas assez confiance? Et avant que tu ne répondes à cette question, je vais te demander de lire, parce qu'ils sont courts, Oui. et je les aime particulièrement. C'est Choisis-toi, donc tout d'abord, oui c'est ça, Choisis-toi, la page 16, D'accord. et ensuite
Crée ton miracle. Waouh. À la page 22. Ok. Choisis-toi. Lorsque vous sentez que vous n'êtes plus désiré quelque part, partez. Lorsque l'on ne tient pas compte de vos idées, de vos conseils, partez. Lorsqu'on ne vous accorde plus le respect, partez. Lorsque l'on vous rabaisse, partez. Lorsque l'on essaie de vous manipuler, partez. Lorsque vous n'êtes plus épanoui quelque part, partez. Partir, ce n'est pas abandonner. Partir, c'est privilégier son bien-être. Partir, c'est se choisir. D'accord. Et dans la foulée, crée ton miracle. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait... C'est comme si ces poèmes-là se répondaient l'un l'autre, en fait. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. D'accord. Voilà, tu as tout dit. Crée ton miracle. Qui d'autre mieux que toi sait ce qui peut te rendre heureux? Qui d'autre mieux que toi sait ce que tu veux dans la vie? Qui d'autre mieux que toi sait ce que tu ne veux plus dans la vie? Qui d'autre mieux que toi sait les difficultés que tu as traversées? Si la réponse à ces questions est personne, alors réveille-toi et crée ton propre miracle. Si la réponse à ces questions est personne, alors n'écoute pas ceux qui essaieront de te déstabiliser. Si la réponse à ces questions est personne, alors fonce et ne te retourne pas. Waouh. Alors, je reviens à mes questions. Est-ce que tu as le sentiment que la jeunesse guadeloupéenne manque de confiance en elle ou alors qu'on ne lui fait pas suffisamment confiance? Alors, j'ai envie de prendre, je vais prendre mon cas. Tu prends ton temps et tu développes, il n'y a aucun problème. Je vais prendre mon cas. Je n'avais pas confiance en moi. Et je pense que c'est en trouvant les personnes qui me faisaient confiance que c'est là que j'ai appris petit à petit à me faire confiance. Donc oui, si on regarde bien de nos jours, je pense qu'on n'a pas assez de béquilles, comme j'aime dire. On n'a pas assez de soutien. Parce qu'il y a beaucoup de talents en Guadeloupe, mine de rien. Tous les jours, j'en découvre, vraiment. Mais il manque ce petit boost pour vraiment pousser les jeunes à aller au bout de leurs rêves et à montrer leurs talents au monde, tout simplement. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas? Est-ce que c'est parce que nous, adultes, on a perdu la foi en la jeunesse, ou peut-être en nous-mêmes aussi? Ou est-ce que c'est parce que, comment je vais dire ça, on a peur de découvrir que certains auraient mieux compris peut-être les choses et seraient peut-être plus talentueux? Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de tout ça? Oui, je suis convaincue même qu'il y a un peu de tout cela. Je pense que certaines personnes ont peur de transmettre et ont peur peut-être alors je vais dire ça grossièrement, de rester sur la touche. Comme je le disais, il y a énormément de talents et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne veulent pas céder la place. Je veux prendre un cas tout simple, au travail. D'accord. Dans les hôpitaux, lorsqu'on va par exemple en stage ou autre, on a des infirmières tutrices qui ne sont pas forcément dans la bienveillance parce qu'elles ont peur qu'une fois diplômées, on prenne leur place. D'accord. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe dans la société. Il n'y a plus vraiment d'espace d'échange, il n'y a plus vraiment d'espace de transmission, à part encore, heureusement, dans le MAS, où je le retrouve, les anciens transmettent aux plus jeunes, voilà, la tradition, etc. Mais je pense que ça manque en Guadeloupe. On a besoin de ça. Peut-être un manque de confiance. On entend souvent les jeunes ne cherchent pas de travail, les jeunes sont assis sur le bloc, les jeunes ne font rien. Mais je pense qu'il faut réapprendre à faire confiance à la jeunesse. Parce qu'on est là et on sait, il y a des jeunes conscients, et on sait que l'avenir du pays, c'est nous. Bien sûr. Ça, on le sait. Mais il faut nous aider pour ça. Pour préserver et peut-être même améliorer ce pays qu'on aime. Alors, nous allons retrouver notre autrice, Meryl Cussé, dans quelques minutes. Ben oui, on a déjà fait quelques minutes d'entretien, c'est passé très vite. Nous la retrouvons après notre page de publicité. À tout à l'heure.
Donc nous retrouvons notre autrice Meryl Cussé, l'autrice donc du recueil Ancrage tacheté. Elle était en train de nous dire tout à l'heure qu'effectivement, il fallait que nous, adultes, aidions, fassions confiance davantage à la jeunesse. J'ai bien résumé. Tout à fait. Alors, on va poursuivre cet entretien, cette conversation donc littéraire autour donc du recueil. Je le représente à la caméra, Ancrage tacheté. Meryl, on a parlé tout à l'heure de confiance et tu le disais tout à l'heure toi-même, dans ce recueil, la douleur, le thème de la douleur est très présent. Est-ce que c'est lié à ta profession d'infirmière? Donc, tout à l'heure, tu vas nous lire le texte douleur à la page 23. Et est-ce que pour toi, l'écriture est un moyen de supporter cette douleur quotidienne de ceux que tu côtoies? Alors, oui, ça me permet vraiment d'extérioriser parce que j'ai tendance à être un peu comme une éponge, à encaisser, 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 et j'ai du mal à essorer. Donc, à travers l'écriture, c'est vraiment un exutoire. J'arrive vraiment à essorer cette éponge et à garder une certaine stabilité émotionnelle. Dans le recueil Ancrage tacheté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes sur la souffrance et la douleur. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont dédiés vraiment à des personnes particulières. Il y a une période de ma vie où j'ai perdu des personnes, mais à la queue leu-leu, en fait. Et c'était très, très douloureux. Et je n'arrivais pas forcément ni à pleurer, ni à verbaliser. Et c'est vrai qu'en écrivant, j'ai pu peut-être faire mon deuil, ouais. Un début de deuil, ouais, je pense. Donc ça a été comme, alors, je vais dire comme pour les petits, on parle d'objets transitionnels. Ouais, eh ben, c'est donc ça. c'est ça. Exactement. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire ce texte à la page 23 ou alors est-ce que c'est trop douloureux? Ça va. Ça va. Ouais. D'accord, ok. Douleur, bénigne ou maligne, physique ou psychologique, elle est bien là. Elle te grignote, elle te consume, elle s'incruste, elle est violente, elle est insolente, elle est feu, elle est flamme, elle te prend de haut, elle est condescendante, elle est futée, elle est forte, elle est unique, elle joue avec tes nerfs, elle t'empêche de dormir, elle te prend par la main, elle est omniprésente. Je ne veux pas te subir, je veux vivre, pas survivre. Je ne t'aime pas, je t'insulte, je te maudis, je te déteste, je te hais. Personne ne comprend. Ce n'est pas la solution. Je dois apprendre à vivre avec toi. On cohabite, mais tu ne payes pas de loyer. Tu es chez moi, tu es en moi. Fais-toi petite, assouplis-toi. Ne te nourris pas de ma force, bénigne ou maligne, physique ou psychologique. Elle est bien là, sacrée douleur. Ouais. Meryl, est-ce que ce serait indiscret de te demander dans quelles circonstances un texte aussi fort a pu être écrit? Est-ce que tu as envie de nous livrer cela? Authentique. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai que ce texte, je le dédie à toutes les personnes que j'ai perdues, mais celui-ci, spécialement, il est pour une amie que j'ai perdue il n'y a pas si longtemps, Céline, qui est partie violemment. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai toujours pas fait le deuil, comme beaucoup d'entre nous. C'était quelqu'un de formidable, cette femme, c'était vraiment... Comme je dis, j'ai pas beaucoup de personnes de confiance autour de moi, mais mon petit cercle, c'est vraiment mes béquilles. Et elle faisait partie de ce cercle, toujours là pour m'encourager pendant les phases difficiles quand j'étais en France, toujours le petit mot, le petit boost, toujours à me pousser. Et c'est vrai que ça a été très très violent, sa perte. Donc voilà, j'ai écrit ce texte en pleurant d'ailleurs. D'accord. Première fois que j'arrivais à pleurer, sincèrement. Et voilà.
en l'écrivant, ça m'a... Je ne vais pas dire que j'avais un poids en moins, mais ça m'a soulagée. Ça a soulagé, allez, 70% de ma peine. Voilà. D'accord. Après cette séquence émotion, le créole trouve sa place dans ce recueil, notamment avec le poème Oupé Bigidi. Ouais. Est-ce que c'est une façon de rappeler ta guadeloupéanité, ton ancrage? Est-ce que c'était important pour toi de mettre du créole? C'était très important. D'ailleurs, je ne me voyais pas écrire de livre sans mettre ma touche, donc sans mettre mon créole, bien sûr. Et avec le recul, je me dis même que j'aurais pu mettre plus de textes en créole. Et je suis fière parce que j'ai pu faire la traduction toute seule, comme une grande. Donc voilà, mais oui, c'est important pour moi de... On a beau partir, Canada, France, peu importe, mais pour moi, c'est super important de se souvenir de qui on est et surtout d'où l'on vient. Parce que depuis petite, j'ai grandi en Guadeloupe, je me suis nourrie de son soleil, ses madères, enfin toute sa flore, sa faune. Et c'est important pour moi. Comme je dis, c'est ce qui m'a aidé à tenir, c'est ce qui m'aide à tenir. Pour rien au monde, hein, franchement, j'ai envie de quitter la Guadeloupe. C'est mon ancrage. Mon nombril n'est pas enterré, comme on dit, mais c'est tout comme. Alors, justement, dans ce texte, Oupé Bigidi, est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui ne seraient pas des créolophones, par exemple, chez nous, le concept du Bigidi est très important. Ouais. Est-ce que tu pourrais l'expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors, est-ce que toi, surtout, tu entends par Bigidi et puis évidemment nous lire ce texte Oupé Bigidi? Alors, est-ce que tu peux me rappeler la page? Alors, je me rends compte qu'effectivement, je n'ai pas mis pour celui-là la page. On va chercher, il n'y a pas de souci. Ah ben voilà, c'est la page 79 pour ceux qui ont le recueil. Alors, Oupé Bigidi, oui, parce que... Alors encore une fois, hein, vous allez dire que la société, c'est pas possible, mais on vit dans un monde où on nous a appris à être fort tout le temps. Surtout, j'ai envie de dire, surtout aux Antilles. Il faut être fort pour les femmes. Oh là là, mon Dieu. Tu as tout dit. Il faut être fort, il ne faut pas montrer ses émotions, il faut être fort pour les enfants, pour le mari, pour tout le monde. Mais en fait, à quel moment on a le droit d'être faible, d'être soi-même? C'est même pas être faible en fait. On a le droit de pleurer. Et en fait, ben justement, lapsus, les gens prennent ça pour de la faiblesse. Mais à aucun moment, il faut arrêter de se dire que parce qu'on pleure ou parce qu'un jour on n'est pas bien, on n'arrive pas à se lever ou autre, c'est qu'on est faible. Pas du tout. C'est qu'on a été tellement fort qu'en fait, ben, le corps, il ne suit plus. Et le corps et l'esprit, ils sont liés. Moi, je le dis tout le temps, je le vois, je le sais. À force d'être trop forte psychologiquement, ben, le corps, il va fatiguer un moment. On a le droit de dire non, on a le droit de dire des pauses. Surtout, c'est important. On n'est pas des robots, on est humains, encore une fois. Donc oui, nous Bigidi, on peut être fatigué, en fait. On peut être fatigué, on peut être las, mais par contre, comme je l'ai dit, on a le devoir de se relever. On doit prendre le temps qu'on veut pour être dans notre phase, voilà, mais on doit se relever. Voilà. Et pourquoi c'est important, selon toi, de se relever? Parce que, ben, tout simplement parce que personne ne va le faire à notre place. Si je n'avais pas envoyé le manuscrit, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Même dans mes moments les plus compliqués, ben, si je ne prends pas une feuille, un stylo, j'écris pour verbaliser mes émotions, ben, je reste à terre. Et en fait, ben, y a des gens qui ont besoin de moi. Moi, j'ai besoin de moi-même. D'autres personnes comptent sur moi, mes patients comptent sur moi. Donc, ouais, on a le devoir de se relever. Pour nous et pour les autres, pour ceux qui comptent sur nous, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut écouter Oupé Bigidi? Oui. Oupé Bigidi. Qui moun qui dit que ou pas ni doit plaire? Qui moun qui dit que si ou ka plaire ou faible? Qui moun qui dit que plaire ça pas bon? On nous arrête écouter moun. Pour moun pas savent ça ou ka vivre. Les volcans ka pété, tsunami peut lever. Les la terre ka chalé récoil, vague la peut river. Pour qui bitin volcan a peut pas péter?
Pour qui bitin penser à peut pas trembler. Pour qui bitin les têtes ou en bouleverse ou peut pas plairer. Bigidi pas vle di faiblesse. Bigidi vle di que cola et tête là, besoin de temps et joindre pour faire petit tacle en moi encore. Merci beaucoup, Meryl. Alors, ce qui peut surprendre ta lectrice ou ton lecteur, c'est ton réalisme sur les choses, sur les gens. Dans le texte, solution hypotoxique, à la page 93, Oui. à qui t'adresses-tu? Et j'ai trouvé que ce texte avait l'air d'une prescription médicale. C'est volontaire? Exactement. J'avais aussi envie de partager un petit peu les termes techniques de mon métier. J'aime mon métier, si je peux lancer des vocations, écoute. Mais ouais, j'avais envie de partager ça, de mettre des petits termes médicaux. Et puis, c'est un petit peu fun. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce mot hypotoxique? Alors moi, j'adore inventer des mots. Oui, parce que je me suis dit, tiens, hypotoxique. Et en fait, ce texte, je rigole parce que je m'en souviens, j'étais en train de prendre une tension quand les mots me sont venus. Wow. En prenant la tension d'un patient. Qui était en hypotension, du coup. D'accord. Et je me suis dit, tiens, ouais, hypotension, hypertension, hypoglycémie, enfin bon, voilà, tous les termes. Et la veille, je m'étais disputée, ça m'arrive, oui, disputée avec une amie, hein, mais bon, on sait bien que l'amour, il y a des disputes aussi, voilà. Bien sûr. Je m'étais disputée avec une amie et je me suis dit, ouais, peut-être qu'il faut aussi dire stop. Même si on aime la personne, il faut quand elle n'est pas sur le même chemin que nous, il faut lui dire non, il faut lui dire stop. Donc les personnes toxiques qui nous entourent, il faut avoir le cran de leur dire qu'on ne partage plus le même sens, on n'a plus la même vision. Et il ne faut pas avoir peur de s'en séparer surtout. Parce qu'on a tendance à, ouais mais lui, si un tel ne m'aime plus, si un tel... voilà, on ira Ou alors plus faire on peut culpabiliser en se disant je suis une mauvaise personne. Exactement. Si je laisse tomber, tout à fait. Exactement. Surtout que moi j'aime pas trop. C'est vrai que j'ai un certain caractère, mais c'est vrai que je vais toujours avoir tendance à creuser. Sauf si c'est une amitié qui me tient à cœur. Tu vas pas laisser tomber tout de suite en fait. Je suis assez têtue à ce niveau-là, mais là je me suis rendue à l'évidence. Ouais, ça fait une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, au bout d'un moment. C'est que l'univers nous envoie des signes, c'est qu'on n'est plus à même à partager la vie de cette personne. À continuer effectivement voilà. La relation sur le même chemin. Exactement, donc les personnes toxiques à côté. Alors, quelle définition toi tu donnerais de la toxicité? Ah, waouh! J'ai envie de te dire que ce sont... des vampires d'énergie? Ouais, je fonctionne beaucoup avec les énergies. Il suffit que quelqu'un qui a une mauvaise énergie rentre dans une pièce et tout se manifeste physiquement en moi. Ah bon? Ouais. C'est vraiment... C'est pour ça que je sais que je ne vais pas m'approcher de cette personne. Et en fait, avec l'ami en question, l'ancien ami du coup en question, de plus en plus, je voyais qu'il y avait des comportements changeants. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, même dans notre entourage, il y a des personnes, lorsqu'on réussit, qui ne sont pas contents pour nous. Il y a beaucoup de jalousie. Je vais peut-être employer le mot hypocrisie, mais l'hypocrisie, on a tout le temps. Mais c'est vrai que pour moi, lorsque tu aimes quelqu'un, tu vas le pousser vers le haut. Absolument. Logiquement. Pour moi, je suis comme ça. Quitte à ce que moi, je reste en bas, je vais toujours pousser l'autre. Là, j'ai appris à me faire passer quand même aussi, faire passer avant. Choisis-toi. Voilà, tout simplement. Mais oui, pour moi, aimer quelqu'un, c'est vraiment l'aider à monter. On s'élève en fait. Il n'y a pas de compétition. Absolument, tout à fait. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas... C'est pas sain. Donc voilà, tout ce qui n'est pas sain, c'est toxique. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques notes de solution hypotoxique? Vous la connaissez, vous aussi, cette fameuse phrase que vos proches vous répètent sans cesse. Éloigne-toi des gens toxiques. Ce qui est drôle avec ces personnes toxiques,
c'est que l'on ignore qu'elles le sont. Observe et analyse la façon dont ces personnes agissent. Celles qui te poussent vers le bas, qui sont malhonnêtes, qui ne sont jamais présentes pour toi, qui essaient de changer ton caractère. Celles qui... Enfin, tu as compris. Je te laisse continuer. Ouvre les yeux. Il est temps de déposer ces personnes toxiques sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est la solution. J'ai beaucoup aimé cette image, la bande d'arrêt d'urgence. Comment te viennent justement toutes ces images, toutes ces comparaisons, toutes ces associations de mots? Ça vient d'où? Écoute, je n'ai aucune réponse à cette question. Ça vient à toute heure, à tout moment. Alors, je suis une grande insomniaque. Je suis ravie d'écrire. Je suis ravie d'écrire, mais j'aimerais dormir. Et toutes les idées viennent la nuit. Ça peut être en conduisant. Je suis sur l'autoroute et il y a une bande d'arrêt d'urgence. Voilà, ça me vient. J'ai pas d'explication. C'est à tout moment, en fait. Je peux voir une coccinelle et ça y est, je vais créer une métaphore. Peu importe, vraiment à tout moment de la journée, au travail, quand je discute avec une amie. Donc ton cerveau est toujours en ébullition. C'est ça. En train de créer quelque chose. Mon cerveau est toujours en train de créer. Et surtout la nuit, comme je le disais. Mais ouais, à tout moment, je lui demande de me donner une petite faveur. Mais c'est vrai que je peux être là, regarder la caméra et voilà, ça part. D'accord. Alors, l'amour n'est pas en reste dans ce recueil. Mais j'ai eu le sentiment qu'il ne semble pas toujours très épanouissant. Ouais. Par exemple, dans le texte, l'amour, cette pâtisserie floue, n'est-ce pas, à la page 50, tu sembles, avant de nous lire ce texte, je trouve que tu sembles pessimiste. Pourquoi? Moi, je me dis, tu as 26 ans, est-ce que tu n'es pas plutôt à l'âge où on idéalise alors, de même qu'il y a un texte à la page 82, est-ce que c'est une critique de la manière dont les gens conçoivent l'amour ou peut-être s'aiment mal, hein? C'est quoi? Parce que l'amour n'est cette pâtisserie floue. Alors, je me suis dit, voilà deux termes qui s'opposent. Bon, la pâtisserie, la douceur, le côté sucré, plaisir. Exactement. Et ce qui est flou, souvent entraîne quelque chose de douloureux. Exactement. D'accord? Donc, c'est quoi ta vision de l'amour, en fait? Tu sais, il y a des personnes qui te disent « je t'aime » à tout va. Alors moi, je suis quelqu'un, je t'aime, ça n'arrive pas à sortir de ma bouche. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit « je t'aime, Meryl », et au final, elles sont où aujourd'hui, ces personnes-là? Donc moi, je suis vraiment dans les actes. Et ça peut être, est-ce que tu es bien rentré? Est-ce qu'on peut se voir? Tu n'es pas bien? Ok, j'arrive. C'est ça en fait pour moi l'amour. Ça passe par une petite attention. Ah ben j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Une petite photo. C'est délicat l'amour. C'est vraiment délicat. Et je pense, je ne dis pas que je sais bien aimer, hein. Je ne sais pas. Ce sont les autres personnes qui pourraient me dire. Mais je pense on ne sait pas forcément bien aimer, ou on ne sait pas forcément bien rendre à l'autre l'amour qu'il nous porte. L'amour, c'est censé être beau, c'est censé être doux. Et c'est censé faire du bien. C'est censé faire du bien. Et on voit pourtant des couples se déchirer, on voit pourtant des familles se déchirer. On voit la violence. On voit la violence, exactement. Donc, justement... il y a quelques jours, c'était la journée internationale des droits, enfin plutôt la journée de lutte contre les violences faites à l'encontre des femmes. Exactement. Et souvent, ce sont des compagnons ou d'ex-compagnons qui assassinent. Hein? Et ils appellent ça de l'amour. De l'amour. Exactement. Et c'est comme quand... alors, j'ai eu beaucoup d'amis dans cette situation. C'est pour ça que j'arrive... Je pense que la maturité, elle vient de là aussi. J'ai beaucoup d'amis plus âgés et qui sont déjà en couple. Qui vivent des situations pas faciles. C'est comme quand on a affaire à une femme battue et qui nous dit non mais il m'aime, il s'est excusé, je l'aime et il m'aime. Il m'a offert des fleurs et des bijoux. C'est pas ça l'amour. Ouais. Et en fait, comme l'homme a un comportement pervers, narcissique, il arrive à manipuler sa compagne. Mais c'est pas de l'amour. Il lui fait croire que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour.
Donc voilà, je pense que c'est en regardant un petit peu tout ce qui m'entoure, même ma propre vie, je me dis que c'est vrai que des fois, je pense qu'on ne sait pas aimer. Hein. On ne sait pas aimer. Il y a un manque de communication, on est tout le temps dans le je t'aime, mais au moment où il faut être présent, vraiment montrer qu'on aime l'autre, tout simplement, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc pour toi, aimer est un verbe d'action. Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on pourrait entendre l'amour, cette pâtisserie floue? J'aime beaucoup ce titre. Ce texte me fait rire. La pâtisserie, c'est précis. Si tu doses mal un ingrédient, ta pâtisserie aura un autre goût. Du moins, pas celui que tu espères. À la dégustation, ça ne sera pas pareil. L'amour, c'est un peu pareil d'ailleurs. Si tu donnes trop, ce n'est pas bon. Si tu ne donnes pas assez, ce n'est pas bon. L'avantage avec la pâtisserie, c'est qu'il y a des recettes exactes à suivre. 50 grammes de farine pour un moelleux, 150 grammes pour un gâteau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fonction de ce que tu veux obtenir, tu es guidé. Avec l'amour, nous sommes dans le flou. Il n'y a pas de livre, pas de recette, pas de dosage pour nous guider. On y va à l'aveugle. Alors oui, parfois on fait bien, parfois on fait mal. Mais on fait comme on peut finalement. Rien n'est écrit, tout est à créer. On est blessé, alors on blesse les autres sans le vouloir. On aime trop, on n'aime pas assez. On ne sait pas comment aimer l'autre. On refuse d'aimer, on refuse de se laisser aimer. On ne sait pas aimer par peur, mais sans le vouloir réellement. Alors on tâtonne, on apprend de nos erreurs et on tente de ne pas les reproduire. Sacré Meryl, c'est impressionnant. Merci beaucoup Meryl pour ta plume. Je parlais tout à l'heure de réalisme. Tu es effectivement dans ce réalisme, mais en même temps, tu arrives à sublimer grâce aux mots même les situations les plus douloureuses en fait. Exact, c'est ce que j'essaie de faire. On l'a dit tout à l'heure, tu rends hommage à la Guadeloupe dans ce recueil. Mais pour moi, un hommage qui n'est pas une simple carte postale touristique, notamment à travers le texte Conscience. Alors, est-ce que la poésie, selon toi, peut aider à cette prise de conscience? Est-ce que, par exemple, toi qui évolues donc avec tes amis, ta génération, même si je sais que tu fréquentes pas mal de personnes un peu plus âgées, mais tu as quand même des gens qui ont ton âge, est-ce que ta poésie, et notamment à travers ce texte-là, Conscience, est-ce que ça leur parle? Est-ce que ça a réussi à faire vibrer quelque chose chez eux? Alors c'est vrai que les amis, le peu d'amis de mon âge que j'ai, on est tous dans un... Je pense que en fonction des générations, c'est vrai que la nôtre, alors j'ai 26 ans, hein, je pense que ma génération, on est assez conscient. On est conscient, on voit ce qui nous entoure, on comprend ce qui nous entoure, on est aussi engagé parce qu'on voit que ça ne va pas finalement, on voit qu'il y a des inégalités, on voit qu'il y a beaucoup de maux, il y a beaucoup de souffrance, on en est conscient et alors je pense que toute la jeunesse est consciente de ça. Les jeunes qui ne s'engagent pas, qui ne veulent pas prendre parti, je pense, hein, je sais pas, je m'excuse si je pense que c'est parce qu'ils ont peur, tout simplement. La peur aussi, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'ils ont peur de s'engager. De se tromper aussi. De se tromper. On a le droit de se tromper. Absolument. Ça, il faut le savoir. Mais je pense qu'ils ont peur de ça. Comme je te disais, je suis engagée sur beaucoup de choses, de beaucoup de plans. J'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Mais j'y vais parce qu'en fait, c'est bien beau de rester à critiquer. Moi, j'ai des jeunes, même dans ma famille, ouais, c'est pas faillant, la politique, etc. Et ci et ça. D'accord. Et toi, tu leur as répondu qu'à nous qu'a fait. Mais oui, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est bien beau de critiquer, on est d'accord, oui, bon, voilà. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu peux apporter à la Guadeloupe? Ta Guadeloupe que tu aimes tant, que tu chéris tant, qu'est-ce que tu peux lui apporter
qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec les compétences qu'on a, avec... Et qui sont nombreuses. Voilà, on sait bien que les jeunes préfèrent le digital. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, Instagram, je vois qu'il y a beaucoup d'associations. J'ai envie de citer Retour au pays. Tu fais quoi? Il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment investis et ça me fait plaisir. Mais j'aimerais qu'on réveille toutes les consciences. Toutes les consciences, ouais. D'accord. Voilà. Meryl, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, mais on va te retrouver donc tout à l'heure dans la conclusion parce que j'ai encore, voilà, je crois qu'on commence à me connaître, j'ai encore deux petites questions. Nous allons nous retrouver donc pour les rubriques que vous connaissez maintenant, je pense parfaitement, après cette page publicitaire. À tout à l'heure. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous allons retrouver les rubriques que vous connaissez. Tout d'abord, quelques lectures à vous conseiller. Aux éditions Une voix, une histoire, Plume of Sun de Jérémy Nourel, lu par Jérémy Nourel, publié tout d'abord aux éditions Jet d'encre et mis en voix par les éditions Une voix, une histoire. Je tiens juste à rappeler ce que vous savez déjà. Les éditions Une voix, une histoire mettent en voix la littérature caribéenne. Donc pour ceux qui n'aiment peut-être pas tenir le livre en main, pour les personnes qui sont malvoyantes, ces éditions font un travail extraordinaire. Revenons au livre donc, de Jérémy Nourel. Cher Sun, sous ta lumière, comme tous, je grandis. Sous ta chaleur et tes couleurs, ma plume s'anime, danse, vive, libre. Rap habité, fragment brut de réalité, mes vers se croisent, s'entrechoquent, et le cœur poésie prend vie. Une fois, deux fois, mille fois, il bat dans ma poitrine. Le rythme des mots, la beauté et la souffrance des mots. Cher Sun, sous tes rayons inspirants, je respire, j'écris, et fragile espoir, j'ose rêver le monde autrement, ce monde qui meurt lentement. D'un style jeune et moderne, inspiré de musiques urbaines, Jérémy Nourel dépeint avec justesse et originalité les contradictions d'un monde qui se nourrit des ombres pour trouver sa lumière. Aux éditions Jazor maintenant, regardez la mer et narguer les écueils mémoire de Ève Millet. À travers le murmure des vagues qui défont leur ourlet sur la plage du Souffleur, elle se libère et choisit de toiser crânement ses démons. Ceux-là même qui menaçaient, tapis dans la main obscure de douleur qu'elle abritait sans le savoir. Victime d'amnésie traumatique, une jeune mère se voit brusquement dessaisie de tous ses attributs sociaux, de sa vie active et sociale. Elle assiste alors au réveil de sa mémoire et se trouve projetée dans le gouffre qui a façonné son enfance. Un gouffre dont il lui faut apprendre à sortir grandi. Et enfin, aux éditions Negmaron, j'étais assise sur un petit banc. Auteur Cynthia Gokul. Prends ton banc, assieds-toi. Je vais te raconter des histoires du temps où le diable était encore un enfant. C'est ce que nous disaient nos conteurs. On s'exécutait sans tarder pour apprécier ce moment chaleureux. Dans ce recueil de nouvelles, vous trouverez ou découvrirez cette chaleur qui émane des légendes du quotidien antillais. Vous verrez tout ceci à travers les yeux d'un enfant assis sur un banc, comme tous les samedis après-midi, au catéchisme. Ce livre vient de recevoir le prix littéraire Fête-Camp Marie Scondé, prix de la jeunesse. Le prix littéraire Fête-Camp Marie Scondé est un prix en faveur du travail et du devoir de mémoire. Il défend la dignité humaine. Sa visée est favorable au renforcement de la cohésion sociale, car face à des événements historiques tragiques, toutes les communautés
quelle que soit leur origine, leur culture, leur religion, doivent bénéficier de la même marque de respect et de reconnaissance. Le prix littéraire FEDCAN, Marie Scondé, identifie et regroupe chaque année les travaux récents réalisés en faveur du devoir de mémoire. Cette démarche vise à faciliter l'accès aux jeunes et au plus grand nombre, à la connaissance de ces faits. La connaissance est un moyen efficace pour éviter que les pires scénarios ne se reproduisent. Nous avons donc terminé avec cette rubrique « Quelques lectures à vous conseiller ». Passons maintenant à la minute de la lectrice et du lecteur. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer une vidéo ou alors un audio accompagné d'une photo parlant d'un livre coup de cœur, un livre que vous avez aimé. Vous pouvez envoyer donc cette vidéo ou cet audio à l'adresse mail émissionpréface@gmail.com. Bonsoir, je souhaitais partager avec vous un recueil de poèmes que j'ai beaucoup apprécié. C'est L'Audacieuse de Marwan Fervil. Ce recueil parle des différents aspects de la vie sentimentale des femmes. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la faculté qu'a cet auteur de libérer la parole de manière très audacieuse. Au fil des pages, je me suis promenée dans sa créativité, sa fantaisie et son imaginaire. On sent bien que son inspiration est tirée d'histoires de femmes qu'elle côtoie au quotidien. Elle a su parfaitement s'inspirer de leur vécu, mais également du sien. Marwan Fervil nous démontre à travers ses poèmes que l'amour peut être souffrance, mais aussi un émerveillement. J'ai également aimé sa manière d'exprimer la beauté à travers ses textes. Tout ce qui ressort de ce recueil, c'est l'amour, et je vous le recommande chaleureusement. Passons maintenant à une autre rubrique, plaisir de lire. Je rappelle qu'à travers cette rubrique, vous pouvez nous lire un texte de votre choix, un livre d'un auteur que vous avez aimé, que vous aimez, ou tout simplement pour ceux qui écrivent mais qui n'osent pas encore tout à fait se lancer dans la publication, vous pouvez donc nous confier votre lecture et nous nous ferons un plaisir de la diffuser ici. Pareil, vous pouvez envoyer donc votre vidéo ou votre audio à l'adresse mail émissionpréface@gmail.com. Bonjour, je suis Marwan Fervil, auteure du recueil de poésie L'Audacieuse femme, paru aux éditions Bouquelis en décembre 2021, que vous pouvez également retrouver à la FNAC et dans toutes les librairies de France, aux éditions Hachette. J'ai décidé de vous lire le texte à la page 50, Sa liberté. Elle aime cette liberté, celle des cœurs qui ne sont pas enfermés, comme les hirondelles qui prennent leur envolée vers d'autres contrées, elles dévalent pour courir vers la forêt enchantée. Elles marchent sur le tapis forestier, elles empruntent les sentiers escarpés pour s'élever au-dessus de la canopée. Elle n'est ni perdue, ni déboussolée, parce qu'elle refuse de s'attacher, comme ces grandes plantes herbacées aux chênes pédonculés. Elle préfère s'élancer au-dessus des lianes qui ont poussé dans la forêt tropicalisée, et elle veut pouvoir s'attarder et apprécier la luxuriance de l'endroit enveloppé en écoutant les cris des perroquets. Elle avance dans ce milieu escarpé et accidenté, comme dans ce monde trop connecté, à l'instar des forêts se nourrissant de ces déchets, consciente de cette triste réalité. Elle suit les traces et les empreintes, habitée par la présence d'une promesse cachée, telle la lionne, préservant son intimité et fuyant les parades des félins excités. Pourquoi serait-elle désolée d'apprécier de nouvelles opportunités offertes par la nature avec tant de générosité? Elle entrevoit les différentes possibilités. Elle est émerveillée de cette particularité. Le froissement des feuilles bavardes à la tombée de la nuit peut aussi exaspérer. Alors,
Elle se glisse dans son lit douillet pour préserver son intimité et sa tranquillité, comme dans la forêt dense et ombragée, se cachant des loups affamés de la vallée, voulant se glisser à ses côtés. Se libérant de leur parade trop empressée, elle s'enfonce dans la douceur de ses draps froissés. Voilà, je vous souhaite une très belle émission et à très bientôt. Passons maintenant à une rubrique que vous connaissez bien, Conseil en écriture by Corinne Dossa, votre autrice, coach, qui vous livre à travers une nouvelle capsule un nouveau conseil pour pouvoir parfaire cet ouvrage que vous avez commencé à écrire et qui sans doute va bientôt sortir. Écoutez-la. Futurs auteurs et aspirantes autrices, bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre à une question assez précise, évidemment, je donnerai juste quelques éléments, qui revient souvent. Cette question, c'est comment surmonter un blocage d'écriture. Régulièrement, dans vos messages que vous m'envoyez, ou lorsque vous m'appelez, ou lorsque je vous rencontre, vous me dites ceci: j'ai entamé l'écriture d'un roman et je suis bloquée. Alors, voici quelques éléments pour vous en sortir. Parce que je vous comprends tout à fait, l'écriture d'un roman n'est absolument pas un long fleuve tranquille. Ça ressemble plutôt généralement à des montagnes russes. Il y a des montagnes, des périodes d'enthousiasme, et puis d'autres plus difficiles où le doute et le découragement nous guettent. Quand on écrit un livre, il est même courant de ressentir des blocages qui nous empêchent d'avancer. Il peut s'agir de la peur de commencer son histoire, de la difficulté à relancer l'intérêt lorsqu'on est au milieu du récit, ou encore de l'incapacité à aller jusqu'au bout. De nombreux auteurs en herbe abandonnent alors leur manuscrit à cause de ces difficultés. Et si vous vous sentez concerné, voici 5 ou 6 astuces qui, j'espère, vous permettront de surmonter ces blocages. Première chose, je dirais, retravailler votre plan. Et si vous n'en aviez pas fait, ben c'est l'occasion d'en faire un. De toute manière, vous n'arrivez pas à avancer. Donc, prenez le temps là pour retravailler votre plan. Parfois, on peut plus avancer sur notre roman sans comprendre. Parfois, on ne peut plus avancer sur notre roman et écrire nous paraît fastidieux et on remet sans cesse la tâche à plus tard. Et s'il s'agissait tout simplement d'un problème structurel? Il arrive qu'on sente que quelque chose cloche dans notre récit, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et cela nous bloque dans l'écriture et dans la poursuite de l'écriture du roman. Vous savez quoi? Faites une pause. Prenez du recul sur votre histoire. Réfléchissez. Est-ce qu'il y aura un élément à modifier dans votre intrigue ou dans le traitement de vos personnages pour que votre roman soit plus fluide? Un plan peut bouger aussi en cours d'écriture, même si vous en aviez fait un au départ, vous pouvez le changer. On le change souvent d'ailleurs. Alors restez souple et adaptez votre plan. À l'inverse, si vous écrivez au fil de l'eau et que vous ne voulez absolument pas faire de plan, il se peut que cette absence de cadre aussi vous paralyse. Certains auteurs aiment improviser, je le sais, j'en suis. D'autres ont besoin d'une structure pour travailler. Si vous ne savez pas où votre histoire est et que où votre histoire vous mène et que cela vous plonge dans le syndrome de la page blanche, essayez de prendre un moment pour organiser vos pensées et anticiper les grandes lignes de votre récit. Autre chose, justement, pensez à autre chose. Il faut prendre de la hauteur. Parce qu'à un moment, vous êtes obnubilé par vos difficultés d'écriture. Vous y pensez non-stop. Et ce n'est pas forcément la meilleure manière de les surmonter. Ça, c'est valable pour l'écriture, comme pour tout dans nos vies de toute façon. Le fait de rester centré sur son projet sans jamais changer d'air peut créer des blocages dans le processus créatif. À force d'avoir la tête dans le guidon, on manque de vision d'ensemble tout simplement, ce qui est pourtant essentiel pour trouver des solutions aux obstacles et mener notre roman à son terme. Sans oublier que l'imagination se nourrit des influences extérieures. Alors, tout comme la plante a besoin d'eau et de soleil pour grandir, votre créativité a besoin de se nourrir pour prospérer. Donc, parfois, il faut juste prendre le temps de laisser infuser
son projet. On dit que quand une idée surgit, enfin, on a l'impression qu'elle est mûre, mais pas forcément. Parfois, il faut la laisser grandir. Et parfois, quand on laisse infuser, subitement, on a fait notre pause et puis le roman sort de notre tête pendant quelques moments. Et puis, on se met à écrire, on a l'impression que l'idée est venue d'une seule traite. Elle n'est pas venue d'une traite, vous l'avez laissée s'infuser. Mais quand je vous dis qu'il de faire une pause, attention, n'attendez pas plus d'une semaine pour reprendre la plume ou alors il vous sera très difficile de replonger dans le bain. Je donne souvent ce conseil de ne pas forcément dire à nos proches que nous avons entamé l'écriture d'un roman. En revanche, lorsqu'on a comme ça un blocage et qu'on a quelqu'un de confiance à côté de soi, on peut non pas lui parler de tout le roman, mais demander son avis sur l'aspect précis du roman qui a créé ce blocage, qui est source de ce blocage-là. Et en discutant avec cette personne, ça peut se délier. Il peut vous donner 2-3 pistes qui vont vous aider à repartir de plus belle. Donc, restez dans votre bulle quand vous écrivez, mais sortez-en de temps en temps, juste pour parler d'un aspect précis. Et puis enfin, dédramatiser l'écriture. C'est pas grave. Lorsqu'on idéalise l'acte d'écriture, c'est la porte ouverte au syndrome de la page blanche. Et pour cause, si l'on pense que le premier jet doit être parfait, on appréhende forcément de l'écrire de peur d'échouer. La tâche devient intimidante et on préfère procrastiner plutôt que s'y mesurer. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Même les grands auteurs ont travaillé longuement avant d'écrire les textes qu'on leur connaît. L'écriture, c'est un travail de longue haleine qui nécessite de la persévérance. De plus, un premier jet n'a souvent rien à voir avec le texte qu'on découvre à la fin. Donc, respirez, c'est pas bien grave. Donc, acceptez d'écrire quelque chose d'imparfait et vous aurez tout le temps de le corriger ensuite. Rangez toutes vos attentes dans un coin de votre tête. Elles vous intimident. Essayez de vous concentrer sur le plaisir d'écrire. Après tout, on ne vous a pas obligé à commencer. Vous avez commencé parce que vous aviez ce plaisir-là. Gardez-le et prenez des pauses si nécessaire. Voilà, j'espère que je vous ai donné 2-3 pistes si vous êtes dans cette situation d'avoir un blocage en cours d'écriture. À la semaine prochaine. Et enfin, nous terminons cette chronique, cette rubrique, par cette rubrique que vous aimez particulièrement. Une page se tourne, silence ça tourne. Bonjour! Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un film qui fut adapté en livre. Il s'agit du Cercle des poètes disparus. Le Cercle des poètes disparus, ou Dead Poets Society pour son titre original, est un film américain réalisé par Peter Weir, sorti en 1989. En 1959, aux États-Unis, Todd Anderson, un garçon timide, est envoyé dans la prestigieuse académie de Welton, dans l'État du Vermont, réputée pour être l'une des plus fermées et austères du pays, et où son frère aîné a suivi de brillantes études. Il y rencontre M. Keating, un professeur de littérature anglaise aux pratiques pédagogiques plutôt originales, qui notamment encourage le refus du conformisme, mais aussi l'épanouissement de la personnalité par la vie en poésie, l'art de profiter de l'instant présent et le goût de la liberté. Voulant au maximum suivre la voie nouvelle qui leur est présentée, certains élèves de Keating vont redonner vie au Cercle des poètes disparus, un groupe d'esprits libres et oniriques dont M. Keating fut en son temps l'un des membres influents. La découverte d'une autre vie va jamais bouleverser l'avenir de ces étudiants. En effet, les situations des divers personnages ne se prêtent guère à l'exercice de ces libertés récemment découvertes, car les mentalités des parents et des professeurs n'admettent pas que leur autorité et leurs ambitions soient remises en question par ces jeunes personnalités tentant de s'affranchir de règles trop rigides. Ce cercle permettant à leurs participants de s'affirmer, il aide à découvrir leur vraie nature et à vivre comme ils le désirent. Ce scénario est écrit par Tom Schulman,
réalisateur, producteur exécutif et scénariste américain, né le 20 octobre 1950 à Nashville dans le Tennessee, qui s'inspire de sa propre expérience d'enseignant pour construire son récit. Il remporta l'Oscar du meilleur scénario original pour son œuvre, qui est immédiatement acquis par Stephen Arf, producteur. Celui-ci confie dans les notes de production du film: « J'ai tout de suite été fasciné par cette histoire et je le suis encore après plusieurs dizaines de lectures. Tom Schulman a conçu là quelque chose de remarquable. Une intrigue qui ne doit rien aux artifices du grand spectacle et qui repose tout entier sur la personnalité d'un homme, ses idées, son enthousiasme et son charisme. Celui-ci a pour devise de tout faire pour être soi-même et non les autres. » En novembre 1988, quand le réalisateur Jeff Katzenberg lui tend quelques feuillets concernant le Cercle des poètes disparus que sa société va produire, Peter Weir, réalisateur australien, est séduit. Le titre accrocha mon regard. J'ouvris le script et je le dévorai d'une traite. C'était un récit fascinant dont je ne pouvais me détacher. Il possédait une densité rare, digne d'un grand roman de Dickens, avec une étonnante profusion de personnages et de situations. John Keating n'est ni un agitateur, ni un gauchiste, comme on rencontre des hommes comme lui à toutes les époques. C'est simplement quelqu'un qui croit à la liberté de penser et encourage ses disciples à exprimer leur propre sensibilité, raconte le réalisateur. Dans une interview à The Movie Show en 1989, il précise encore: « Je ne pouvais plus me sortir cette histoire de la tête. Elle me rappelait ma propre scolarité. À la même période, j'étais dans une école similaire. » Lorsqu'on se replonge dans les coulisses du film, on découvre que Robin Williams n'était pas le premier acteur envisagé. C'est Liam Neeson qui devait dans un premier temps jouer le professeur Keating. À cette époque où la réalisation n'avait pas encore été confiée à Peter Weir, mais à Jeff Conyo. Les noms de beaucoup d'autres acteurs sont encore associés à ce film comme ayant été pressentis pour le rôle principal. On trouve pêle-mêle Mel Gibson, Dustin Hoffman, Tom Hanks, Bill Murray ou encore Mickey Rourke. Mais pour Peter Weir, Robin Williams est essentiel dans ce film. Lui aussi, comme le réalisateur, a fréquenté une école privée traditionnaliste dans le style de Welton, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le sujet et le personnage de Keating l'ont tant intéressé. Tout comme la liberté d'esprit dont il se revendique. Keating a le chic de faire rire ses élèves, précise le réalisateur dans les notes de production. Par des gestes inattendus, par des tournures incongrues, mais il n'en reste pas moins un enseignant. Son humour fait partie intégrante de sa personnalité, mais il n'était pas question d'en faire un amuseur. Ça aurait été une grossière erreur, une facilité impardonnable. Robin Williams et moi étions parfaitement d'accord sur ce point. Le Cercle des poètes disparus est construit sur la confrontation de deux univers fortement contrastés. Le monde clos, discipliné et privilégié de l'Académie de Welton et celui quasi mystique de la caverne où se rassemble en secret le Cercle des poètes disparus. On ne lit pas et on n'écrit pas de la poésie parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie car on fait partie de l'humanité. Et l'humanité est faite de passion. La médecine, le droit, le commerce sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, la romance, l'amour, c'est pour ça qu'on vit. Welton symbolise l'ordre, l'harmonie, les proportions classiques. La caverne représente la part d'ombre de l'homme, ses aspirations profondes. Elle constitue un refuge protecteur où les jeunes laissent libre cours à leur imagination. Mais le Cercle des poètes disparus est aussi un scénario hanté par la mort, car cette ode à l'accomplissement individuel se montre aussi d'une intransigeance sans pitié. D'ailleurs, un des personnages s'y brûlera les ailes. Et c'est aussi cela qui fait l'intérêt de cette histoire. Le film est tourné à l'école Saint-Andrew, dans l'État du Delaware, durant les vacances de Thanksgiving et de Noël, afin de ne pas perturber les cours. On tourne l'essentiel du film en continuité pour permettre aux comédiens de mieux s'imprégner de cette histoire. Ainsi, les comédiens apprennent à se connaître intimement, à développer leurs personnages sur la longueur. Chacun sait ce qui fait réagir son compère. Pour encore plus de naturel, Peter Weir ne montre pas les rushs à ses jeunes comédiens et les fait habiter dans des chambres contiguës dans un hôtel. La camaraderie et l'amitié sont tangibles. Le tournage est agréable, paisible. De la vie générale, Peter Weir est un doux. Sur le plateau, il apprécie le travail de chacun. Il écoute, comprend, cajole, conseille avec intelligence, se faisant obéir par le respect qu'il inspire,
plus que par un volontarisme autoritaire. Comme il tourne dans la continuité et que ses comédiens connaissent leur personnage par cœur, il leur propose divers exercices. Il se contente de dire moteur et laisse ses comédiens improviser en toute liberté. Le Cercle des poètes disparus reçoit un accueil critique majoritairement positif. Pour Maurice Fabre de François, ce film tend vers la perfection d'une forte et délicate chronique intimiste. Dans Le Monde, Jacques Sinclair écrit notamment « Avec le Cercle des poètes disparus, Peter Weir retrouve l'efficacité du cinéma hollywoodien de la grande époque. » Michel Signeux de la revue Positif écrit quant à lui « Ce qui aurait pu n'être qu'une chronique acquiert une épaisseur romanesque, voire une dimension tragique par l'invention de la mise en scène et d'un casting irréprochable. » Dans Télérama, Bernard Génin écrit notamment « Peter Weir nous conte cet apprentissage de la liberté sans bousculer le langage cinématographique, mais heureusement avec une imparable efficacité. » Le film a été un grand succès commercial, rapportant plus de 200 millions de dollars au box-office, dont 100 millions aux États-Unis, ce qui le place au 5e rang du box-office mondial des films sortis en 1989. Il est le 10e meilleur succès commercial au box-office 89 au Canada et aux États-Unis. En France, le film sort l'année suivante et devient le meilleur film au box-office annuel français avec presque 7 millions d'entrées. Contrairement à beaucoup de livres, le film n'est pas une adaptation d'un roman. Le livre a été fait après le film, il est donc une parfaite image du film. Il était l'œuvre de Nancy Horowitz Kleinbaum, auteure et journaliste américaine, née le 30 août 1948. Elle a étudié à l'université Northwestern d'Everson aux États-Unis de 1966 à 1970. Elle a écrit de nombreuses novélisations à partir de films. Elle travaille actuellement comme journaliste auprès du magazine Lifestyles, pour lequel elle réalise diverses interviews. L'adaptation de films en livre n'est pas très courant. C'est beaucoup plus souvent l'inverse, mais le succès du film Le Cercle des poètes disparus a garanti son succès en livre. Ma chronique se termine. Je vous retrouve très bientôt. Alors nous remercions Alix une fois de plus pour sa rubrique toujours enrichissante et nous nous tournons maintenant pour la conclusion vers donc notre autrice Meryl Cussé. Alors Meryl, avant de conclure cette émission, j'aimerais revenir à une question qui pour moi était importante. Je veux parler d'un texte qui s'appelle Utopie. Alors, j'ai eu le sentiment que ce texte ressemblait à un credo, à la limite qui peut se déclamer plutôt en forme de slam. Est-ce que, à travers ce texte, c'est une invitation à construire avec toi? Tu nous invites, tu nous embarques. Alors, on n'aura peut-être pas le temps de le lire parce que je veux que tu nous lises un dernier texte pour la dernière question. Mais est-ce que dans ce texte-là, tu nous invites à construire cette utopie avec toi? Tout à fait. La Guadeloupe et le monde, nous sommes tous dotés d'un talent. Je pense qu'il reste caché tant qu'on n'est pas prêt à le dévoiler au monde, tout simplement. Et à travers ce texte, Utopie, ouais, je crie mon amour, je crie ma confiance en l'autre, ma confiance dans les talents, surtout des talents guadeloupéens. Tout à fait. Parce qu'il y en a beaucoup. Et je suis confiante pour l'avenir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette envie de construire, de bien faire. Et tout ce que j'ai à dire, c'est on met les chaussures et on y va. Voilà. Alors, notre dernière question. Pour conclure, tout d'abord, ton actualité, où trouver ton recueil? Et avant qu'on ne te dise au revoir, j'aimerais bien que tu nous lises, tu devines quoi? Who is Meryl Cussé? Et comme dirait donc Ronald Selbonne avec l'accent marie-galantais. Oui. Donc, ton actualité, Meryl, alors où peut-on trouver ce recueil? Et quelles sont, est-ce que tu as des dédicaces? Quelle est l'actualité de Meryl? Alors, concernant les dédicaces, il y en aura début 2023. D'accord. Je vais en prévoir une à la FNAC à Colin. Mon livre, on peut le commander
la Fnac Nénis, la Fnac Colin, la librairie Générale à Jarry, au Moule et à Basse-Terre. Et voilà, il est également sur le site de l'éditeur, donc Jet d'encre. Il est sur Amazon, la Fnac, Cultura. On peut vraiment le trouver partout. Voilà. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous lire ce dernier texte? Mais avant, une dernière question. Ce recueil s'adresse à qui, Meryl? Il s'adresse à tout le monde. De 7 à 77 ans, comme on dit? Oui. D'accord. Il s'adresse vraiment à tout le monde. Comme je dis, je me suis livrée de la manière la plus authentique. C'est à travers ces quelques poèmes, c'est vraiment une autobiographie. Je pense que certains poèmes peuvent toucher plus que d'autres, mais je suis persuadée que chaque personne peut se retrouver. Et mine de rien, c'est quand même un message d'espoir. J'y suis arrivée, malgré telle ou telle difficulté. Absolument. Donc toi aussi, tu peux le faire. Et je pense que ne pas se sentir seul à vivre une situation, ça peut aider, ça peut donner un petit coup de boost. Donc voilà. Je te remercie. On Merci terminera donc avec la lecture de Who is Meryl Cussé. Elle a faim de nouveautés, de connaissances. Elle a soif de beauté humaine, d'abondance. Elle est contre la haine, contre les connivences. En l'humanité, elle veut avoir confiance. C'est naturellement qu'elle agit sans méfiance. Cependant, la réalité est en totale décadence. Deux choix s'offrent à elle. Soit elle décompense, soit elle défie la vie avec éloquence. Heureusement, elle a eu une belle enfance. Plusieurs tableaux d'excellence. Mais aujourd'hui, quelle importance. Être adulte, un rêve rempli d'inconnus. Elle franchira les étapes en toute innocence. Elle laissera sa trace et se retirera en faisant sa plus belle révérence. Merci beaucoup, Meryl. Merci. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices et internautes, je vous remercie d'avoir suivi ce 26e numéro de votre émission littéraire Préface. Nous accueillons aujourd'hui Meryl Cussé, qui nous a parlé donc de son recueil Ancrage tacheté, que je vous invite à lire et je vous dis à très bientôt, je l'espère. J'aime à dire la chose suivante, la littérature est un merveilleux pont qui relie les êtres humains. À très bientôt. Au revoir.